Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous parler grammaire et notamment de vous remettre à niveau sur le sujet des propositions qui fait souvent peur aux candidats du bac alors que c'est l'un des sujets sur lesquels vous pouvez être interrogé dans le cadre de l'oral. Alors pour essayer de dédramatiser et de simplifier tout ça, je vais être la plus claire possible, je l'espère, grâce à ce diaporama qui contient aussi bien, vous le verrez, des parties leçons que des parties exercices. L'objectif, c'est que cette vidéo soit interactive et que vous puissiez mettre pause pour réfléchir, essayer de proposer des choses avant de voir la correction. J'ai essayé d'ailleurs d'être exhaustive puisque je commence par vous faire un rappel concernant le programme de grammaire cette année. Vous avez donc 3 sujets plus 1. Alors les 3 sujets de l'année de première sont la négation, l'interrogation et les subordonnées circonstancielles, mais je vous rappelle que vous pouvez aussi être interrogé sur le programme de seconde, les accords, les temps, valeurs et concordance, la phrase complexe et la subordonnée relative. Tout l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de toutes les propositions, ce qui fait que ça vous fait aussi bien réviser le programme de première que le programme de seconde. Je vous rappelle aussi que cette épreuve de grammaire intervient dans le cadre de l'épreuve orale uniquement. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un rappel sur le déroulement de cette épreuve, mais en gros, vous avez lecture linéaire d'un texte étudié dans l'année, plus question de grammaire, plus échange avec l'examinateur. La question de grammaire dure 2 minutes et elle est notée sur 2 points. Alors, je vous rappelle qu'elle est donnée en même temps que le texte et qu'il peut s'agir de 2 types de questions principalement, soit analyser l'interrogation des lignes 13 à 15, je dis n'importe quoi, analyser la subordonnée circonstancielle dans cette phrase, mais ça peut aussi être une question de transposition. Transposer cette phrase à la tournure négative et expliquer les changements opérés, transposer les lignes temps à temps à la forme interrogative, ou utiliser une subordonnée dans telle phrase. Cette question vous est donc donnée avant les 30 minutes de préparation. Je vous conseille donc de la lire attentivement et de poser vos questions à l'examinateur si jamais la formulation manque de clarté. Parce qu'une fois que le chrono sera lancé, pendant les 30 minutes de préparation, vous ne pourrez plus demander à l'examinateur d'intervenir pour vous. Pour obtenir un maximum de points, je vous conseille de répondre à la question en 3 temps. D'abord en répondant tout bêtement à la question, donc en proposant l'analyse qui vous a été demandée ou en faisant devant l'examinateur la transposition opérée. Je vous recommande ensuite de justifier, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi vous nommez la négation de telle façon, pourquoi vous appelez ça une subordonnée circonstancielle de cause, pourquoi. Et je vous conseille aussi de proposer des manipulations. C'est-à-dire que si par exemple vous avez choisi de mettre la subordonnée après la principale, vous pouvez aussi montrer qu'elle peut aller avant. Vous pouvez aussi parfois, dans certains cas, la mettre au milieu de votre principale. Vous pouvez aussi, dans le cadre d'une négation, avoir utilisé une négation syntaxique et puis proposer une négation lexicale. Ou alors vous avez proposé une interrogation directe, vous pouvez essayer de la passer à la forme indirecte. Voilà, essayez de proposer des manipulations pour montrer toute l'étendue de votre savoir sur la question grammaticale sur laquelle vous êtes interrogé. Je commence directement à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le rappel et la remise à niveau sur les propositions. Alors déjà, j'essaye de vous rappeler ce qu'on appelle une proposition. Pour bien comprendre ce qu'est une proposition, il faut d'abord se souvenir de la différence entre phrase simple et phrase complexe. Une phrase simple, je vous le rappelle, ne comporte qu'un seul verbe conjugué. J'ai bien mis en gras et j'ai souligné le mot conjugué puisqu'en réalité, vous n'allez jamais, dans le cadre d'une étude des propositions, vous intéresser aux verbes qui sont à l'infinitif. Une phrase complexe, en revanche, possède plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions. En fait, pour être simple, une proposition, c'est une partie de phrase complexe dont le noyau est un verbe conjugué. Il faut que vous imaginiez votre phrase comme une baguette de pain que vous couperiez en tranches. Chaque tranche, c'est une partie de phrase avec un verbe conjugué à l'intérieur. Et elles ne peuvent pas se mélanger, vous êtes obligé de les séparer et de les nommer indépendamment les unes des autres. Bien évidemment, vous aurez donc autant de propositions que de verbes conjugués dans une phrase. Si j'ai une phrase avec 5 verbes conjugués, ça signifie qu'il y a dans cette phrase 5 propositions. Dans l'extrait ci-dessous, combien comptez-vous de propositions? Mes personnages sont si fameux dans l'Antiquité que pour peu qu'on la connaisse, on verra fort bien que je les ai rendus tels que les anciens poètes nous les ont donnés. C'est un extrait de la préface d'Andromaque de Racine. Je vous laisse mettre pause pour essayer de réfléchir à combien de verbes conjugués vous trouvez et par conséquent combien de propositions vous avez dans cette phrase. Si vous avez bien compté, vous avez donc vu qu'il y avait 5 verbes conjugués, sont, connaissent, verra
est rendu. N'oubliez pas que dans le cadre des verbes conjugués à un temps composé, vous avez 2 parties. Et puis ont donné. Donc 5 verbes conjugués égale 5 propositions. Deuxième exemple ici, pour être sûr si jamais vous avez fait des erreurs dans le premier. Quoi qu'il en soit, le public m'a été trop favorable pour m'embarrasser du chagrin particulier de 2 ou 3 personnes qui voudraient qu'on réformate tous les héros de l'Antiquité pour en faire des héros parfaits. Toujours préface d'Andromaque, mettez pause pour réfléchir, et normalement, si vous avez bien compté, vous avez trouvé 4 verbes conjugués, 4 propositions. Ici, le petit piège, c'était les verbes embarrasser et faire, qui ne sont pas conjugués et qui par conséquent ne sont pas à prendre en compte dans votre étude. Dans une phrase complexe, je continue, les propositions, du coup, maintenant que vous les avez identifiées, elles peuvent être reliées de plusieurs manières. La première manière, le premier cas de figure, le plus simple, les propositions sont juxtaposées. Alors juxtaposer, ça veut juste dire, en latin, juxta, c'est à côté. Donc elles sont posées les unes à côté des autres. Ce sont donc des propositions qu'on va appeler indépendantes. Ça, c'est un mot qu'il faut bien retenir. Elles sont indépendantes parce qu'elles peuvent fonctionner toutes seules. Et elles sont reliées entre elles par un signe de ponctuation faible. La virgule, le point-virgule, les 2 points. Tous les signes de ponctuation qu'on peut trouver à l'intérieur d'une phrase. Pas les signes de ponctuation qui mettent fin à une phrase. Exemple. Andromaque, régnez sur l'Épire et sur moi, je voue à votre fils une amitié de père, j'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Ici, vous pouvez mettre pause aussi pour essayer de le faire tout seul, sinon vous pouvez regarder la correction que je vais mettre à l'instant. On a donc 4 verbes conjugués, régner, voue, atteste, jure, ce qui signifie qu'on a 4 propositions, et comme on le voit, elles sont reliées entre elles par des signes de ponctuation faibles, point-virgule pour P1 et P2, virgule pardon pour P2 et P3, point-virgule encore pour P3 et P4. Ça, c'est le premier cas de figure. Les propositions sont simplement posées les unes à côté des autres. Deuxième cas de figure, les propositions sont coordonnées. Alors là aussi, elles sont indépendantes, elles peuvent fonctionner toutes seules, c'est-à-dire je peux mettre un point à la fin de chacune de ces propositions. Regardez l'exemple précédent. Andromaque, régnez sur l'Épire et sur moi, point. Ça a du sens, je vois que ma phrase, elle est complète, elle a une unité de signification, c'est ce qui fait une phrase. Donc elles sont indépendantes parce qu'elles pourraient être des phrases à elles toutes seules. Et ici, dans ce deuxième cas de figure, elles sont reliées entre elles, non pas simplement par un signe de ponctuation faible, mais par une conjonction de coordination ou un adverbe coordonnant. Exemple, tais-toi perfide, et n'impute qu'à toi ton lâche parricide. Là aussi, vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire tout seul. Sinon, vous allez voir qu'il y a 2 verbes conjugués, tais et impute, 2 verbes qui sont à l'impératif, et qu'ils sont reliés, certes, par une virgule, un signe de ponctuation faible, mais surtout par une conjonction de coordination, qui est ici « et ». Le mot l'emportera toujours sur le signe de ponctuation. Donc il n'y a pas d'hésitation possible. Vous ne pouvez pas vous dire « ah oui, mais alors elles sont quoi? Est-ce qu'elles sont juxtaposées ou coordonnées ?» Le mot l'emportera toujours sur le signe de ponctuation. Par conséquent, si j'ai « et » et que j'ai une virgule, c'est le « et » qui l'emporte. Elles sont donc ici coordonnées. Ce sont des propositions indépendantes coordonnées. Troisième cas de figure, et c'est celui évidemment qui commence à nous intéresser davantage, c'est la subordination. Alors déjà, pour comprendre ce que signifie la subordination, ça veut dire ordination, ça veut dire organisation, c'est ordonné d'une certaine manière, et sub en latin c'est en dessous. Ça signifie qu'il va y avoir une proposition qui va être en dessous d'une autre. Alors on va essayer de comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Pour ça, j'ai un petit moyen, mais je ne sais pas s'il va convenir à tout le monde, c'est d'imaginer votre phrase comme un train. Voici un petit train. La proposition principale, si vous voulez, dans votre train, c'est l'équivalent de la locomotive. Ça veut dire qu'elle est le moteur de la phrase. C'est la proposition qui est porteuse du sens. Elle pourrait même être isolée, notamment dans le cadre d'une proposition indépendante, c'est-à-dire qu'elle pourrait éventuellement fonctionner toute seule. Alors que vos propositions subordonnées fonctionnent, elles, au contraire, comme des wagons. Elles peuvent d'ailleurs, comme vous le voyez, être les unes à la suite des autres, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs wagons pour une seule locomotive. Une principale peut avoir plusieurs subordonnées. Une subordonnée peut aussi devenir la principale d'une autre subordonnée. Les wagons n'ont pas de moteur. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette locomotive avant, ils n'avancent pas. La phrase n'a pas de sens. Elle n'est pas complète, il manque un truc. Ce qui est intéressant dans le cadre de la grammaire, contrairement au train, c'est que les wagons peuvent être placés avant la locomotive, après et même au milieu, puisqu'on peut avoir des subordonnées qui sont avant une principale, après une principale ou à l'intérieur d'une principale. J'ai des exemples à vous montrer. Exemple 1. Puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. On est toujours dans Andromaque.
Alors là, j'essaye de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire que pour l'instant, je vous propose des phrases avec seulement 2 propositions. Je vous laisse mettre pause et essayer de déterminer laquelle de ces 2 propositions est la principale et laquelle est la subordonnée. La réponse, c'est que la principale, c'est « ma fortune va prendre une face nouvelle ». C'est clairement une proposition indépendante. Par contre, puisque je retrouve un ami si fidèle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque, c'est un début de phrase, et c'est donc une proposition subordonnée. Elle a besoin de sa petite locomotive pour donner du sens à la phrase et pour que la phrase soit complète. Deuxième exemple, avec « Ami, n'accable point un malheureux qui t'aime », où on a bien la première proposition « Ami, n'accable point un malheureux », qui est une proposition principale, elle est ici d'ailleurs indépendante, et puis « qui t'aime », qui est une proposition subordonnée. Elle a besoin du début de la phrase pour avoir du sens. Ici, vous voyez que la subordonnée est d'ailleurs placée après, alors que dans l'exemple précédent, la subordonnée était la première proposition dans l'ordre chronologique de la phrase. Et le dernier exemple, c'est que je vous ai dit qu'une subordonnée pouvait être à l'intérieur d'une principale. Voici un exemple. Les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes. Là aussi, je vous laisse mettre en pause, parce que c'est une difficulté supplémentaire, pour le faire si vous le souhaitez. Sinon, je vous donne la réponse tout de suite. Les Grecs vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes. Tout ça, c'est la proposition principale. Et la proposition subordonnée, vous le voyez, est à l'intérieur, si j'en crois leurs alarmes. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler comment on identifie une proposition principale et une proposition subordonnée. Il existe toutefois, et là on passe au grand 3, différents types de subordonnées. Je vais tous les rebalayer avec vous pour vous faire réviser aussi bien le programme de seconde que le programme de première. Premier cas de figure, la subordonnée relative. La subordonnée relative, c'est facile, c'est un complément du nom, c'est-à-dire qu'elle développe un mot qui est présent dans la principale, qu'on appelle un antécédent, puisqu'il est placé avant. Et elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, lesquels, auquel, duquel, bref, lequel et ses dérivés. Exemple. Je passais jusqu'au lieu où l'on garde mon fils. Ici, la subordonnée relative, c'est où l'on garde mon fils, et elle est bien relative, puisque en fait, le où l'on garde mon fils, c'est un développement, c'est un complément du nom lieu. De quel lieu je parle? Des lieux où l'on garde mon fils. Mais ça pourrait être les lieux où j'ai grandi. Ça pourrait être les lieux où vous ne voulez pas que j'aille. À chaque fois, ça développe et ça précise de quel lieu je parle. C'est donc bien un complément du nom, ça c'est la fonction. Et la nature, c'est subordonnée relative. Autre exemple, si jamais c'est trop difficile. Comment lui rendre un cœur que vous me retenez? Que vous me retenez, proposition subordonnée relative parce qu'elle complète le nom cœur. De quel cœur est-ce que je parle? De celui que vous m'avez pris, de celui que vous me retenez. J'ai un deuxième cas de figure, une deuxième subordonnée, c'est la subordonnée interrogative indirecte, que vous avez révisée quand vous avez appris la leçon sur l'interrogation. Elle est introduite, elle, par une conjonction de subordination qui a un sens interrogatif. Par exemple, pourquoi, comment, si, quel, etc. Et il y a un verbe interrogatif présent dans la principale. Alors on l'appelle interrogative indirecte parce qu'en fait elle ne se termine pas par un point d'interrogation, elle se termine par un point normal et elle ne contient pas non plus la traditionnelle inversion sujet-verbe comme dans une phrase interrogative classique. Pareil à l'oral, on ne va pas avoir l'intonation montante comme pour une interrogation normale. On ne dit pas quel film vas-tu voir au ciné? Mais on va dire je t'ai demandé quel film t'allais voir au ciné. Voilà, et là j'ai pas la voix qui monte, donc on n'est pas dans une interrogation directe, on n'a pas les codes, les traceurs de l'interrogation directe. C'est pour ça qu'elle s'appelle indirecte. Exemple, c'est toujours beaucoup mieux avec des exemples. Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Ici, je veux savoir, Seigneur, principal, si vous m'aimez, subordonnée, interrogative indirecte. Elle commence par une conjonction de subordination de sens interrogatif, si. On est, pour ceux qui ont bien révisé l'interrogation, on est dans une interrogation totale ici, puisqu'on peut répondre par oui ou non. Et je veux savoir, on a bien un verbe qui est porteur d'interrogation dans la principale. C'est donc bien une interrogative indirecte. On peut multiplier les exemples. J'ignore combien vous serez. Combien vous serez, subordonnée interrogative indirecte. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est, subordonnée interrogative indirecte. Ça commence toujours par une conjonction de subordination de sens interrogatif. Comment, pourquoi, quel, etc. Troisième cas de figure, la subordonnée conjonctive. Et là, il y a deux types de subordonnées conjonctives. Elle peut être de deux types, mais on l'appelle conjonctive parce qu'elle complète un verbe. Donc vous vous souvenez, la relative, elle complétait un nom. Les lieux où l'on garde mon fils, le village où j'ai grandi. Là, elle peut être de deux types. Soit elle est conjonctive complétive.
Alors là, c'est très facile à repérer, puisqu'en fait, c'est un COD. Elle joue le rôle de COD et elle complète un verbe. Elle commence par que. Je sais quoi, que mes vœux lui ont promis l'empire, subordonnée complétive. Souffrez que loin des Grecs et même loin de vous, j'aille cacher mon fils et pleurer mon époux, que loin des Grecs et même loin de vous, j'aille cacher mon fils et pleurer mon époux, complétive, conjonctive, complétive, puisque elle complète un verbe, elle est derrière un verbe et elle joue la fonction de COD. Il faut que tu m'apportes des livres demain, il faut quoi que tu m'apportes des livres demain, subordonnée, conjonctive, complétive. Pas de difficulté particulière en réalité. Demandez-vous toujours quelle est la fonction de la proposition que vous avez sous les yeux. Si elle complète un nom qui est un antécédent, ce sera une relative. Si elle complète un verbe et qu'elle a une fonction de COD, ce sera une conjonctive complétive. Et puis, il y a une autre forme de conjonctive qui complète aussi un verbe, mais c'est la subordonnée conjonctive circonstancielle. Elle occupe dans la phrase la fonction de complément circonstanciel. On retrouve d'ailleurs tous les types de compléments circonstanciels, lieu, temps, manière, moyen, etc. Je vous ai mis un tableau à la suite, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas très clair pour vous. Et je vous remets la phrase qu'on avait mise en exemple au début. Puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. On se rappelle donc qu'on a deux propositions ici avec retrouve et va, que la première est une subordonnée, que la deuxième, la seconde, est une indépendante et qu'elle joue ici le rôle de principale. Eh bien, la fameuse subordonnée qu'on avait sous les yeux, c'était une subordonnée conjonctive, circonstancielle et circonstancielle de cause. La cause, c'est que je retrouve un ami si fidèle et que par conséquent, je vais avoir un meilleur destin. Il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Là, je vous laisse mettre pause parce qu'il y a 3 verbes conjugués et par conséquent 3 propositions. Il faut désormais que mon cœur haïsse avec fureur et s'il n'aime avec transport. Le il faut désormais va jouer le rôle ici de principal. Que mon cœur haïsse avec fureur, on voit bien que c'est une conjonctive complétive, puisque c'est un complément du verbe falloir. Il faut quoi, elle joue vraiment le rôle de COD. Il faut quoi que mon cœur haïsse avec fureur. Et à l'intérieur de cette subordonnée conjonctive complétive, on a une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Et circonstancielle de quoi? Là, on va être dans la condition. Mais je vous ai tout récapitulé ici, c'est-à-dire les différents types de subordonnées circonstancielles que vous pourriez avoir sous les yeux. On peut avoir, notamment, on l'a vu tout à l'heure, une circonstancielle de cause. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait. C'est un vers de Victor Hugo. Elle indique la raison pour laquelle se fait l'action, et elle va être introduite par parce que, puisque, comme, du moment que, vu que, sous prétexte que, étant donné que, etc. Et elle sera à l'indicatif. Ça, c'est pour réviser aussi la concordance des temps. Je précise que ce tableau, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai trouvé tellement bien fait que je le réutilise ici parce que je vois pas ce que je pourrais améliorer. On a aussi la subordonnée conjonctive circonstancielle de conséquence. Alors là, c'est l'inverse de la cause. Elle indique non pas la raison d'une action, mais le résultat de cette action. Il fait si chaud que nous ne voulons pas sortir. Il fait trop chaud pour que nous sortions. Elle est introduite notamment par si bien que. Je suis fatiguée, si bien que je vais aller me coucher. De sorte que, de façon que, au point que, si que, tellement que. Assez que, pour que, enfin, non. Assez pour que, trop pour que, etc. Et dans ce cas-là, par contre, le verbe est au subjonctif. Pareil, ce tableau, gardez-le, vous allez voir, il est super bien fait, il est très utile pour réviser. Conjonctif circonstanciel de but, qui indique le résultat. Nous allons attendre quelques heures pour que la chaleur redescende. Pour que, afin que, de crainte que, de peur que, au subjonctif. On a aussi l'opposition ou la concession. Bien qu'il fasse chaud, nous allons sortir. C'est-à-dire, il y a une concession ici, malgré le fait que, quand bien même il ferait très chaud, nous sortirions. Donc là, ce sont soit deux faits qui s'opposent, soit qui se contredisent, qui mettent un petit bémol, une petite nuance, c'est la concession. Bien que, quoique, sans que, quand bien même. Et puis la condition, qui présente une hypothèse comme réalisable, possible ou impossible selon les cas. Pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, la mauvaise bête et la mauvaise herbe murmurent amour, on est toujours dans le poème de Victor Hugo. Ça peut être introduit par si. Si vous avez terminé, vous pouvez sortir. À condition que, à moins que, à supposer que, pour peu que, etc., etc. On a aussi bien sûr le temps. Alors là, le temps, c'est très intéressant parce qu'on a plusieurs types d'objectifs. Ça peut marquer l'antériorité. Je te donne à manger avant que tu ne meures de faim. Avant que, jusqu'à ce que, en attendant que. On peut aussi avoir des actions qui sont simultanées, c'est-à-dire que l'action de la principale et l'action de la subordonnée se déroulent en même temps.
pendant que tu ranges ta chambre, je passe l'aspirateur. Quand, lorsque, comme, tandis que, pendant que, en même temps que, au moment où, etc. Et puis, on peut avoir la postérité, c'est-à-dire que l'action du verbe de la principale a lieu après. Dès que j'ai fini mon travail, je te rejoins. Donc on a aussi quand et lorsque, mais il faut à chaque fois regarder quelle action, est-ce que l'action est antérieure ou est-ce que l'action est simultanée ou est-ce qu'elle est postérieure. Après que, une fois que, aussitôt que, sitôt que, etc. Je pense que grâce à tout ça, vous avez tous les éléments pour pouvoir vous entraîner. Alors moi j'ai plein de petits exercices qui sont disponibles et que vous pouvez me demander, mais en réalité je pense que vous pouvez le faire avec n'importe quelle phrase. Vous entendez des gens parler dans le bus, dans le train, dans la cour. De temps en temps, demandez-vous, essayez de faire ce petit exercice. Entraînez-vous le plus possible, entraînez-vous bien sûr avec vos textes bac comme support, puisque ce sont sur ces textes-là que vous pouvez être interrogé. N'oubliez pas que vous pouvez aussi bien être interrogé sur des analyses que sur des manipulations. Et puis, je reste à votre disposition dans l'espace commentaire pour répondre à vos questions. Je ne ferai évidemment pas vos exercices à votre place, mais l'objectif c'est que vous puissiez avoir les armes nécessaires pour pouvoir vous débrouiller le jour de l'examen. Si vous voulez qu'on parle négation, interrogation, je reste évidemment à votre disposition pour répondre à tout ça, avec le temps dont je dispose, en plus de mon travail pour le faire. Encore une fois, cette vidéo, comme la vidéo sur la bataille d'Hernani, a été enregistrée d'une traite. Je bafouille, je ne suis pas forcément très claire, je m'en excuse, et j'espère en tout cas que vous avez pu suivre ce diaporama et que ça a un petit peu éclairé votre lanterne. Je vous souhaite de bonnes révisions, un bon travail, et je vous dis à très vite. Ciao!